Grâce à Loa Mercury, Power Bottom, La Rosée et Lilou Paradise, j'ai pu cerner l'aspect artistique et multidisciplinaire du drag et du cabaret. Dans le premier épisode, j'ai aussi pu découvrir les coulisses de l'art du travestissement et son objectif premier, ou du moins le plus visible, faire briller les yeux du public. Mais derrière les paillettes se cache un message politique, un message à la fois personnel et collectif, thérapeutique et militant pour et par la communauté LGBTQIA+. Un engagement à propos duquel nos protagonistes ont aussi beaucoup de choses à dire. Je suis Anaïs Kopman, j'appartiens à la génération 18-35 ans et je suis journaliste. Vous écoutez Nouveau Code, une enquête culturelle d'un nouveau genre. Tout le monde doit monter sur scène pour se débarrasser de ses traumas, de ses complexes, de messages forts. Ça a été des vraies résolutions qui font que j'ai plus de joie, plus de paillettes au quotidien. Et que j'assume plus qui je suis. Épisode 2, Derrière les paillettes, un art militant. Mais pourquoi le patriarcat fait peur? Il a besoin de faire peur. Parce que lui-même a peur des filles. Avant de parler de messages politiques, l'art du drag et du cabaret est une thérapie individuelle pour de nombreux artistes qui ne se sont pas toujours sentis à leur place dans la société, ni bien dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. La scène est alors une safe place, c'est-à-dire un lieu sûr pour ces personnes souvent marginalisées malgré elles. Comme l'explique Apolline Bazin, autrice de l'ouvrage Drag, un art queer qui agite le monde et que vous avez entendu dans le premier épisode, dès le début des années 70, dans le quartier new-yorkais de Harlem, les drag queens noirs et latinos performent dans des espaces fermés pour ne pas risquer d'être confrontés à la violence des personnes racistes, homophobes et transphobes. Très vite, des houses ou maisons sont créées dans de nombreux États américains pour accueillir les jeunes gays et transgenres mis dehors par leur famille. Loa Mercury, que vous avez entendu dans le premier épisode, compare clairement le cabaret de Madame Arthur où elle performe à un refuge. Elle raconte comment le divertissement peut aussi être un allié à la santé mentale des artistes de l'art du travestissement. Même si ça peut paraître contre-intuitif au premier abord, on peut s'amuser tout en pansant ses plaies. C'est là que l'aspect artistique et thérapeutique se retrouve et donne une dimension beaucoup plus profonde et politique au divertissement. Ne pas se contenter de faire du beau, mais aussi et surtout faire du bien par l'art, même si se dévoiler sur scène implique une grande vulnérabilité. Mon approche aussi du cabaret, c'est très artistique, mais c'est surtout un lieu de thérapie où j'ai l'impression, moi, de guérir, de m'épanouir, de me développer, sans pour autant que ça touche mon univers artistique, même si ça le touche un peu. Ok, je comprends. Pour toi, c'est même pas, si j'ai bien compris, un job en soi, enfin, c'est plus quelque chose que tu fais pour toi avant tout. C'est comme pour nous un moyen de respirer, d'offrir une performance à la fois de guérison et de divertissement au milieu d'un lieu centenaire, chargé d'énergie très ancienne et très folle. Et ben il se passe vraiment beaucoup de choses. Et ça, il faut venir pour le ressentir. Le cabaret, t'es attiré comme une mouche sur une ampoule, hein. C'est un besoin, hein. Moi, quand je me réveille après une soirée chez Cabaret, j'ai l'impression d'avoir fait un an de psychanalyseur. Ce matin, je me suis réveillé, waouh! J'étais pas du tout dans le overthink, hein, j'étais hyper bien. C'est la pure Jessie. Et pourquoi? C'est thérapeutique. Ça fait du bien de monter sur scène. Les gens, ils le savent pas parce que, en fait, le monde LGBT est en train de démocratiser l'accès à la scène. C'est ça qui se passe en ce moment. Et l'accès à la scène, c'est très précieux, parce que ça guérit.
Je cite encore une fois Tom. On n'est pas dans la violence qui blesse, mais dans la violence qui soigne. C'est beau. J'adore que tu me cites. C'est quoi la violence? Je veux dire, passer ma vie à citer. Parce que c'est brutal en fait sur scène, c'est un moment de vulnérabilité totale. Oui. Monter sur scène, ça fait trembler, ça fait battre le cœur très fort parce que tout le monde sait qu'à ce moment-là, c'est fort. D'ailleurs, quand t'as fini un show, quand tu sors de scène, et ben instinctivement, il faut que t'ailles dans un endroit où il y a personne. Tout le monde rejoint les coulisses alors qu'on pourrait très bien juste aller tout de suite voir des gens, etc. Non, il y a ce besoin de clore cette parenthèse qui était performative et thérapeutique. C'est comme ça. Je me demande comment les artistes drag et de cabaret travestis investissent la scène de manière thérapeutique. Est-ce que le caractère festif et l'engouement de la foule suffisent à les faire se sentir mieux dans leur peau? Ou bien est-ce que cette thérapie passe aussi par carrément prendre la parole sur scène à propos de leurs expériences de vie? Au cabaret, surtout chez Madame Arthur, on peut monter sur scène et décider de parler d'un trauma. On peut monter sur scène et décider de parler d'une enfance difficile, de parler d'un événement qui a eu lieu dans la semaine et qui nous a blessés, de parler d'une lutte pour laquelle on se bat depuis des années, ou de s'habiller d'une manière revendicatrice. Par exemple, si on n'assume pas une partie de son corps, le fait de monter sur scène et de la montrer, c'est de la guérison. Tout ça, c'est des performances de guérison. Parler, chanter ses blessures, ses doutes, rire des émotions qu'on a longtemps préféré refouler, se mettre parfois presque littéralement à nu devant son public, sont autant de façons d'investir la scène comme lieu de thérapie tout en restant divertissant. C'est un vrai challenge pour celles et ceux dont la souffrance est particulièrement liée à des questionnements sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre et sur le harcèlement subi. Cette souffrance, elle est individuelle mais aussi collective, car très courante au sein de la communauté queer. C'est une communauté donc LGBT qui a particulièrement besoin de ce genre de refuge. Ils m'ont tous vraiment parlé de lieux de thérapie, d'entraide, de solidarité. J'ai envie de te demander pourquoi cette communauté-là en particulier. Parce que la société reste très dure pour celles et ceux qui diffèrent de la norme et que le dernier rapport de SOS Homophobie est sans appel. Il y a une augmentation des actes homophobes et transphobes dans la société. Donc, tant que la violence du monde extérieur persiste, il faut inventer des espaces où on arrive à s'en préserver, à se ressourcer. Et de là naissent de belles choses, mais effectivement, à la base, il y a beaucoup de... Voilà, ce que disait la briochée dans la saison 1 de Drag Race, c'est derrière tout ce glam, il y a des drames aussi. Ça commence par le drame d'être empêché d'être soi, par être exposé à des regards malveillants, voire à des agressions. Et ça abîme l'estime de soi, la capacité à s'exprimer. Donc c'est un enjeu pour toute communauté dite minoritaire. Même s'il y a eu des avancées, même si on vit à une époque où il y a quand même des lois pour condamner les discriminations homophobes, transphobes, on hérite des années culturellement, des millénaires même, de rejet, de stigmates. C'est l'histoire de tellement de drag queens en fait, d'avoir été harcelées comme ça, et de s'en relever et de finalement embrasser ce pourquoi on a été harcelé par le drag. Et c'est magnifique de réussir à faire ce travail de transformation, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui survivent pas jusqu'à l'âge de pouvoir envisager ce truc de comment transformer la violence. Loa, par exemple, me raconte en quoi ces questionnements sur son identité de genre ont motivé son besoin de transformation sur scène. Quand il y a une frustration de ne pas être une femme, soit à plein temps, soit
de temps en temps. Quand il y a une frustration de ne pas incarner la femme, cette frustration grandit. Parfois on s'y fait, parfois ça devient une grande souffrance intérieure, mais il y a cette énergie féminine qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc on constate plusieurs résultats dans la société, dont un des résultats qui est de se travestir dans le monde du divertissement, soit sur scène, par exemple chez Madame Arthur, nous on parle de créatures, de travestis, etc. Cette souffrance liée à l'identité de genre est parfois si forte que les personnes concernées sont prêtes à tout pour se sentir enfin pleinement elles-mêmes dans leur corps. Comme par exemple se transformer physiquement le temps d'une soirée ou au quotidien, quitte à se prendre des remarques plus ou moins violentes. Ou encore comme marcher ou même danser sur d'immenses talons sur lesquels le commun des mortels n'oserait même pas poser un orteil. On est d'accord que ça s'apprend de marcher sur des talons aussi hauts? Bah c'est marrant parce que c'est vraiment, ça vient vraiment facilement pour les dragues. Et je pense qu'il y a tellement d'années à rattraper de démarches féminines que le truc vient très 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 vite. En fait, il y a tellement de volonté que t'oublies la douleur, quoi. Ouais. Quand je suis dehors, c'est bizarre. Même l'hiver, j'ai jamais froid. Alors que si je suis un peu feignante et que je mets juste des petites chaussures plates, un jean, bref, que j'incarne en réalité rien de très féminin et que finalement mon apparence elle est masculine puisque j'ai quand même des traits masculins, j'ai froid, je sais pas pourquoi. C'est une énergie en fait. Bah ça fait appel à d'autres parties de soi qui n'ont pas les mêmes ressentis, qui n'ont pas les mêmes sensations vis-à-vis du monde extérieur. Plus je discute avec Loa, plus je repense aux témoignages des autres artistes que j'ai rencontrés. Je me demande si une forme de mal-être est aussi à l'origine de l'activité de drague de Lilou. Tu dois venir avec 3 tenues différentes. Dans le premier épisode, Lilou nous parlait du coût financier et du temps que nécessite la transformation en drag queen. Très vite, je comprends qu'elle a choisi de jongler entre deux pans d'une même personne, après avoir longtemps souffert de son homosexualité. Le jour, Lilou Paradise est Étienne, et la nuit, sur scène, Étienne se transforme en Lilou Paradise. Je me demande comment on fait quand on est comme divisé entre deux genres, deux personnalités. Ou plutôt, pour reprendre les mots de Lilou, quand on a créé une extension de sa personnalité. Qui a ramassé un bonbon par terre pour le manger? Qui est Étienne? Qui est Lilou Paradise? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous lie? Est-ce que c'est la même personne en soi? Ou est-ce que t'as l'impression un peu au-delà du déguisement, d'entrer dans une autre dimension de ta personnalité? Alors, on va dire que Lilou, c'est une exagération, une extension d'Étienne. Lilou, elle est beaucoup plus sûre d'elle qu'Étienne. Elle est beaucoup plus drôle. Et Lilou, elle a peur de rien. Étienne, il est plein d'incertitudes, plein d'angoisse. Lilou, c'est celle qui a reconnecté Étienne à sa part de féminin. Ça vient de l'adolescence, hein, ça vient de l'homophobie que j'ai vécue, du harcèlement que j'ai vécu au collège. La scène est donc un lieu d'épanouissement, d'éclosion pour Lilou. Mais ça ne s'arrête pas là. Lilou, comme les autres, a envie de faire de cette acceptation des personnes queer un engagement. Grâce à des artistes comme Lilou, la découverte de l'acceptation de soi, aussi bien en privé qu'en public, se transforme peu à peu en action militante pour que la société dans sa globalité voit et accepte la communauté LGBT telle qu'elle est. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous lie tous les deux, Étienne et Lilou Paradise, c'est l'engagement. Totalement. Tu vois, c'est un acte de rébellion un peu. Je pense de plus en plus, ouais. Je pense qu'à la base c'était très égoïste, très personnel, de mon développement à moi. Et plus ça va, plus j'ai acquis ça, et plus je me dis, en fait, c'est essentiel ce que je suis en train de faire. Et ce qu'on est tous en train de bâtir là. Juste de se montrer, juste d'être là, de se montrer, pour que les gens fassent leur chemin de pensée. Lorsque Lilou utilise le terme « montrer », ce n'est pas par hasard. Ça nous montre à quel point jouer avec le genre sur scène est une preuve de courage et d'évolution. Le terme « montrer » indique aussi que la démarche engagée des artistes de drague et de cabaret ne se fait pas dans la revendication et la violence, mais bien par l'inspiration, la joie et toute forme de beauté.
On montre la voie et c'est au public de s'en emparer. Et sans surprise, la communauté queer est très sensible à ce qui se déroule, se dit et se montre sur scène. Les artistes ne sont pas les seuls à bénéficier de cet aspect thérapeutique, et c'est ici tout l'enjeu militant de cet art. Lorsqu'il s'agit des questions d'identité et de genre, j'ai l'impression que la génération des 18-35 est de plus en plus réceptive, qu'ils soient queer ou non. D'abord parce qu'avec les réseaux sociaux, les 18-35 ans sont beaucoup plus connectés et au courant des évolutions sociétales, ce qui expliquerait pourquoi on retrouve de plus en plus de personnes non queer dans le public des cabarets et show drag. C'est de mettre des paillettes tous les jours dans ma vie et donc sur mon visage, y compris pour aller au travail. Pour autant, quand je demande des chiffres concrets à Apolline, elle a du mal à m'en donner pour la simple et bonne raison que les études sur le genre ou sur la culture queer sont encore très peu développées en France. Par contre, elle est convaincue qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le public. Oui, vraiment, alors, je pense que le public du cabaret est assez mixte. En revanche, le public du drag, quand il n'est pas... il est composé en majorité de, effectivement, de personnes de la communauté et de femmes. Oui, ça oui. Et est-ce qu'il est particulièrement composé des 18-35 ans alors ? Oui, quand même, il me semble. Mais c'est vrai que je sais pas. Ouais, je trouve pas de chiffres sur ça en fait. Bah oui, enfin, je veux dire, c'était quand même très underground jusqu'à il y a 5 ans. Puis l'argent qui est mis sur les gender studies ou sur les cultures queer dans la recherche, il est minime. Donc c'est normal qu'on n'ait pas ces infos au final. On a un ressenti quand on va dans les publics. Et alors ça peut être intéressant quand même à défaut d'être un chiffre. Ça dépend vraiment des endroits où on va, en fait, tout simplement. Il y a des scènes qui sont plus grand public, où on va trouver une partie de public LGBT et une partie de public allié hétéro. Et il y a des scènes où on va vraiment trouver majoritairement la communauté. Le problème que relèvent les artistes et Apolline est que toutes les personnes hétérosexuelles du public ne sont pas toujours respectueuses et bienveillantes. Et ça, c'est un réel danger pour les personnes LGBTQIA+, aussi bien sur scène que dans le public. Surtout lorsqu'on se souvient que le monde du cabaret et du drag sont avant tout des espaces sûrs dans lesquels les personnes queer sont censées se sentir à l'aise et en sécurité. Il y a des moments où il y a des trucs de rencontres et d'éducation qui peuvent être assez beaux, mais il y a aussi des moments où c'est un peu conflictuel potentiellement entre ce qui se passe sur scène et les gens qui sont dans le public parce que ces personnes n'ont pas du tout la même réalité. C'est tout. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai rencontré un jeune garçon dans le fumoir de Madame Arthur. Il était accompagné d'une de ses collègues. Car oui, la cible de l'art du travestissement peut aussi être le monde de l'entreprise. Si Léo adore le côté festif des spectacles, il ne passe pas à côté des messages politiques que confère cet art. Moi, personnellement, je me sens pas bridé dans mon identité parce que je suis un homme blanc hétérosexuel, donc je ne suis pas en manque de liberté, mais par contre, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est l'élan de création et l'élan aussi d'aborder tous ces sujets-là d'une manière festive. Et donc ça fait du bien. Et en fait, c'est pas du militantisme à proprement parler, c'est de l'art militant finalement. Ouais, c'est assez justement dit, c'est ça. J'ai la chance d'avoir pu échanger avec des artistes particulièrement engagés pour la cause queer. Mais est-ce que tous les artistes de l'art du travestissement sont forcément militants ? Donc ça restera toujours un acte politique dans le sens où ça défie des conventions dominantes. Néanmoins, tous les artistes ne sont pas militantes de la même manière et tout le monde ne se définit pas comme militant non plus. C'est-à-dire que il y a des artistes qui vont vraiment choisir de parler de politique dans leurs shows, dans leurs spectacles. Ils le font très bien. À côté de ça, par exemple, Cookie, de ce que je connais de son travail de performance, c'est pas un endroit où elle met des messages politiques ou des revendications. En revanche, c'est quelqu'un qui, dans ses prises de position sur les réseaux sociaux, est très explicite. L'art du drag et du cabaret donne la parole à la communauté queer depuis leur commencement. Ces disciplines prennent souvent racine dans une forme de souffrance et deviennent peu à peu une thérapie pour celles et ceux qui les performent et pour leur public. Plus qu'un art, plus qu'une thérapie, l'art du travestissement est aussi une façon de passer des messages d'acceptation de la communauté queer, mais pas que.
il offre à la génération 18-35 un vrai sentiment de liberté, indépendamment des questions de genre. Au point d'être devenu non pas un phénomène queer uniquement, mais un phénomène culturel que tout un chacun peut apprécier et défendre. C'est de ça qu'on parlera dans le 3e et dernier épisode de cette première saison de Nouveau Code. Nouveau Code est un podcast énergie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et des étoiles sur votre plateforme préférée ou sur l'application et le site Énergie rubrique podcast.